à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le débrief tenu exceptionnellement à partir de Marrakech, où le PCNS, Policy Center for the New South, tient sa 11e édition des Atlantic Dialogues, qui, comme chacun sait, reçoit tout un ensemble d'experts, de chercheurs, d'universitaires, de hauts fonctionnaires, venus parler des affaires du monde. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des affaires du monde liées aux grands changements géopolitiques, géostratégiques que le monde vit aujourd'hui dans ce contexte très particulier qui est le nôtre. Et pour en parler, nous recevons Si Younes Abouyoub. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en sociologie politique et vous êtes haut fonctionnaire de l'ONU avec, je ne vais pas revenir sur tout votre CV qui est très long et impressionnant, mais vous avez été membre du groupe d'experts du Conseil de sécurité pour le Darfour, au Soudan. Vous avez aussi été directeur des affaires régionales auprès du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye. Et vous êtes actuellement directeur zone MENA de la gouvernance, du state building et du développement durable. Merci encore d'être avec nous. Nous y allons, nous allons pas refaire le monde, mais nous allons faire quelque part le tour du monde et le tour des problèmes du monde. Alors déjà, pour planter le décor, un rapide retour sur l'ordre mondial de 1945 à la crise Covid qui, à partir de cette crise et après, a changé encore une fois le monde. Donc, un rapide retour historique depuis 1945. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, pour faire un parcours historique rapide, on a le choix entre deux dates pour situer un peu la genèse du système international. On peut généralement parler de 1945, l'après-deuxième guerre mondiale, et les institutions qui ont été mises en place, notamment le système des Nations Unies, le système de gouvernance internationale et les institutions qui sont associées à ce système, les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais aussi, on peut regarder de manière encore plus large, et on parle d'un système qui a commencé ses balbutiements après la Première Guerre mondiale, avec la création de la Ligue des Nations, qui a commencé par la suite n'a pas résisté, et puis on a eu, disons, la deuxième phase où les Nations Unies ont été créées. Alors, si on part de 1945 en passant par la guerre froide, jusqu'en 1991, ou plutôt 1989 plus exactement, où c'était le délitement de l'ex-bloc soviétique et le passage, disons, vers un monde unipolaire. Notamment de l'hyperpuissance qu'on avait appelé. Voilà, absolument. Et puis, c'est aussi la fin des grands récits. Il n'y avait plus cette compétition idéologique qu'on a connue pendant la guerre froide. Et depuis les années 90, 2000, en passant par la crise financière de 2008 et puis la crise sanitaire, comme vous l'avez bien dit, du Covid, avec bien sûr les grands changements dans le système économique qui est de plus en plus libéral ou de plus en plus néolibéral, un peu le délitement de l'État, le rôle de l'État dans... Alors, on reviendra sur le rôle de l'État, si vous voulez bien. Depuis la crise Covid, donc ça a commencé en 2020, ça s'est, semble-t-il, on peut l'espérer, terminé en 2022, on va dire les 6-7 premiers mois, c'est passé. De quel ordre mondial pouvons-nous encore parler? Il y a eu deux changements majeurs. Celui de la crise, donc le changement dans un certain nombre de paradigmes et de manières de voir les choses, de concevoir les relations entre États. On a vu les égoïsmes étatiques, on a vu ce qui s'est passé. Et puis, bien entendu, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Je pense que c'est une dynamique qui s'est un peu enclenchée bien avant tout ça. Parce que déjà, vers la fin des années 70, c'est un peu la naissance d'un monde, comme vous avez dit tout à l'heure, unipolaire. C'est un peu l'option étatique qui a été symbolisée par l'Union soviétique, le camp Est, avec les droits économiques et sociaux, qui ont commencé un peu à reculer. Et puis, c'est le système, disons, basé sur l'individu, sur l'initiative privée, le recul de l'État, qui a pris place à partir des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que la crise Covid est plus un symptôme de cette dynamique qui date depuis pas mal de temps, parce que finalement la crise Covid nous a montré que l'État ne pouvait plus répondre aux besoins des citoyens et que finalement les problèmes collectifs nécessitent toujours des solutions collectives. Or, la crise Covid est peut-être
a sonné l'alarme. Un marqueur de changement. Un marqueur pour dire, voilà, c'est la trajectoire que le monde avait prise n'était pas la meilleure et qu'il va falloir repenser le rôle de l'État, le rôle du collectif vis-à-vis du privé et faire en sorte que le service public, les institutions publiques reprennent le rôle qui leur incombe. Alors avant de revenir au rôle de l'État, on va continuer un peu sur cette nouvel ordre mondial qui est un peu particulier. Alors de dialogue particulier Nord-Sud, nous sommes dans les Atlantic Dialogue, donc alors de dialogue Nord-Sud qui sont très compliqués, alors de mobilité qui sont contrariées, alors de puissance, de l'émergence de puissances régionales. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion à la puissance américaine qui était la seule, ce que Hubert Védrine, je pense, avait appelé l'hyperpuissance. Il y a eu plusieurs changements, des barrières à la mobilité qui sont en train de s'estomper, mais d'autres formes de mobilité numérique qui sont là. De quelle forme de multilatéralisme pouvons-nous encore parler? Parce qu'il y a une forme de multilatéralisme et il y a aussi c'est pas un jeu de mots, mais c'est peut-être une manière de voir les choses. On parle de multilatéralisme ou de multipolarité. Voilà. Donc de quoi peut-on parler maintenant et comment se passe le monde comme ça, dans cet ordre-là? En fait, le monde est passé, après 1945, d'un monde où il y avait deux pôles qui se faisaient concurrence, puis on a passé à l'unipolarité après 91. Et puis maintenant, on revient vers une sorte de multilatéralisme qui n'a pas un fondement idéologique. Parce que les idéologies, comme j'ai dit tout à l'heure, les grands récits n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a pas une alternative à ce modèle qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ère de l'unipolarité commence à prendre fin. Il y a des États émergents, des puissances émergentes sur le plan régional qui veulent prendre plus de pouvoir ou de signaler leur présence dans l'échiquier mondial, ce qui est tout à fait normal. Et donc, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et notamment avec la crise ukrainienne ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est, à mon avis, le début d'un changement sur le plan mondial. Qu'est-ce que cela donnera à l'avenir? Cela reste à savoir et à voir selon ce qui va se passer à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde unipolaire est fini. Le multilatéralisme n'a peut-être pas encore, disons, un joli présent, parce qu'on voit ce qui s'est passé avec Covid, c'est qu'au lieu qu'il y ait plus de solidarité, on a vu plus d'égoïsme, plus de nationalisme qui renaissent de leurs cendres. Mais je pense que le multilatéralisme, sous d'autres formes, dans un autre contexte, aura un avenir. Et cet avenir-là, ce sera non plus aux grandes puissances de les décider, comme ça a été le cas en 1945, parce que lorsque cet ordre mondial a été créé en 1945, la plupart des pays de l'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine n'étaient pas des pays indépendants, n'étaient pas des États indépendants, donc ils n'avaient pas voix au chapitre, ils n'ont pas décidé cet ordre. Et donc ces institutions qui ont été créées ne représentaient pas tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a cette possibilité. Ces pays-là, notamment l'Afrique, puisqu'on parle d'Afrique ici, et d'autres pays émergents, devraient, et je pense, auront la possibilité de jouer ce rôle pour dessiner les contours de ce nouvel ordre mondial que j'espère et que j'appelle de mes voeux sera plus équitable et plus représentatif du monde d'aujourd'hui. Alors vous êtes haut fonctionnaire de l'ONU et vous venez de parler pendant plusieurs minutes en réussissant le tour de force de ne pas prononcer une fois ou peut-être une seule fois le nom de la Chine. Quel est son rôle dans cet ordre-là? En fait, je voulais pas... absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que j'appelle les États émergents. C'est une grande puissance économique, notamment, qui joue déjà un rôle très important. Mais ce n'est pas uniquement la Chine. Je parle aussi de l'Inde, je parle des États de BRICS, je parle du Brésil. Il y a d'autres États. Et je pense qu'il va falloir concevoir un nouveau monde qui n'a pas les travers de l'ancien monde. C'est-à-dire, on ne va pas passer d'un pouvoir absolu vers un autre pouvoir absolu, tout simplement changeant de nom de l'État ou de l'ère géographique où ce pouvoir immense s'exerce. Je pense qu'il va falloir concevoir un ordre mondial qui n'est pas trop basé sur les questions du pouvoir. Ça peut être un peu idéaliste comme ça, mais je crois qu'il va falloir rêver dans un autre monde où des pays comme la Chine ou de groupes de pays, par exemple en Afrique, jouent un rôle, somme toute égal,
à ceux des autres puissances. Sinon, on va continuer encore dans la confrontation. Si c'est pas idéologique, ce sera une confrontation sur les intérêts, sur les ressources. Et je pense que ça fera pas de bien pour notre monde. Non, c'est évident, on l'entend bien que ça ne fera pas de bien, mais on peut penser quand même qu'il y a une sorte de bipolarité qui est en train d'émerger d'une forme différente de celle qui avait du temps de la guerre froide, qui était idéologique. C'est une bipolarité sur un principe de conduite des affaires du monde ou d'appréhension des affaires du monde entre la Chine, ce que propose la Chine d'un côté, et entre ce que proposent les États-Unis de l'autre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de bipolarité où les uns iront chez les autres, pas par affinité idéologique, mais par plutôt, je parle entre guillemets, par rejet de l'autre puissance, de l'autre pôle? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui est en train de se passer? C'est en train de se passer un peu. D'ailleurs, on l'a vu dans la crise ukrainienne. Les votes des pays membres dans l'Assemblée générale ou même au Conseil de sécurité, des États qu'on aurait pu imaginer qu'ils allaient s'aligner sur les positions occidentales, notamment l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis, on a vu qu'il y avait une réticence. Non pas qu'ils ne condamnent pas certaines actions de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, mais ils sont plus tellement d'accord sur certaines, disons, exigences des grandes puissances vis-à-vis d'eux, une sorte de servitude qu'ils se refusent à accepter aujourd'hui. Et donc la Chine, par son énorme élan et prospérité économique, offre peut-être un nouveau chemin, une nouvelle voie pour ces pays-là, pour s'affranchir d'une tutelle. Mais, je veux dire, c'est encore en gestation. Je veux dire, on voit déjà les contours, mais c'est pas encore fait parce que la Chine n'est pas encore en mesure de remplacer les États-Unis, financièrement d'abord, parce que la Chine, c'est vrai, elle est puissante économiquement, mais elle dépend d'un système économique qui a été établi bien avant la Chine d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle en a profité, elle a su en profiter. Elle a, disons, inventé une sorte de capitalisme d'État où elle a pu, je veux dire, profiter de tout ce que le capitalisme productif peut donner. D'ailleurs, on a vu le nombre des millions de personnes qu'elle a pu sortir de la pauvreté en Chine, la croissance économique et le développement qu'on a vu en Chine, mais c'est toujours resté sous la tutelle, bien sûr, du Parti communiste et de l'État. Or, dans les pays occidentaux, par exemple aux États-Unis, c'est un peu l'inverse qui s'est passé avec le temps, c'est que l'État a reculé et c'est le côté financier, le côté privé et les intérêts qui ont pris le dessus du politique et du rôle de l'État. Et dans toute cette construction, quel est le rôle de l'Europe qui fut un pôle d'importance jusqu'à il y a quelques années, jusqu'au Brexit? On peut commencer à dater ça par le Brexit. Et puis il y a eu la crise Covid qui a donné un grand coup à la cohésion européenne. Et on a l'impression, si on devait imager ça, c'est comme le système du Hamas. Vous avez deux piliers solides qui sont là. Vous avez compris, c'est les États-Unis et la Chine. Et au milieu, vous avez le Hamas, donc le bout de tissu, qui est accroché aux deux et qui balance et qui est un peu vers le bas. Est-ce que comment vous voyez le rôle ou la place de l'Europe dans ce nouvel ordre mondial? L'Europe qui est un peu chahutée en Afrique, qui peut un peu chahuter en Asie, qui est un peu chahutée un peu partout. Comment vous voyez ce rôle de l'Afrique, de l'Europe? Bon, l'Europe reste un joueur important, mais ce n'est plus l'Europe du dernier siècle ou du 19e siècle, bien entendu. L'Europe a du mal à reprendre sa place dans le cercle des grandes puissances. Je veux dire, le projet Union européenne sur le plan politique n'a pas vraiment réussi parce qu'on a bien vu dans les crises mondiales qu'il n'y a pas une vraie politique étrangère unie et solide de l'Union européenne. La crise ukrainienne a bien montré les défaillances du système européen sur le plan politique. C'est une force économique, bien évidemment. Culturellement, c'est pas encore une Europe unie. Et je pense que le rôle des États-Unis vis-à-vis de l'Europe n'a peut-être pas aidé à ce que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus politique qu'économique. Et donc, c'est aux Européens aujourd'hui de décider quelle Europe ils veulent. Est-ce qu'on va vers plus de modèle Brexit avec d'autres pays, puisqu'on a parlé tout à l'heure des retours des nationalismes, ou on veut créer un projet en commun, mais que ce soit une Europe politique, une Europe des peuples, et non pas une Europe des marchés et des entreprises.
Et donc, tout est possible. L'Europe peut le faire, mais pour le moment, elle n'y est pas encore. Alors, vous avez été en fonction au Darfour, au Soudan, vous avez été en fonction en Libye, vous avez été aussi chargé de questions politiques au Yémen, et vous êtes actuellement chargé de la gouvernance et du state building, du développement durable, mais du state building. Alors revenons à l'État, vous vouliez en parler depuis tout à l'heure. Quelle est la place de l'État actuellement dans une nouvelle économie mondialisée où le privé transcende bien des entreprises privées ou des entreprises supranationales, pour les appeler comme ça, qui transcendent la force des États, où les avancées numériques, j'en parlais tout à l'heure aussi, balaye quelque part les frontières classiques. On a des crypto-monnaies qui commencent à bousculer sérieusement aussi les souverainetés monétaires nationales. Quelle est la place de l'État dans la construction qui est en train de se faire aujourd'hui? En fait, si l'État a joué un rôle très important. Alors, excusez-moi, l'État, pas uniquement des États à problème qu'il s'agit de construire ou d'aider à reconstruire, mais les États d'une manière générale, même les États les plus forts. On viendra après aux autres États. Absolument. Je veux dire, je suis pas en train de parler des États faillis, ce qui est dans le jargon politique et des conflits. Je parle du concept État lui-même, et qui veut dire État, c'est-à-dire le politique et le collectif. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à être dépassé, malheureusement, parce que, comme je disais tout à l'heure, les questions ou les problèmes collectifs ne peuvent pas être réglés par des solutions privées. Ça doit être réglé par des solutions collectives. Mais ce délitement de l'État ne date pas d'hier, en fait. Dans la compétition, la concurrence Est-Ouest de la guerre froide, c'est une alternative qui peut-être était trop idéaliste, qui n'a pas su aller de l'avant, a été battue en brèche par, disons, le modèle plus individualiste, plus capitaliste, représenté par le camp ouest de l'époque. Donc à partir des années 70 et en début 80, avec l'arrivée par exemple, du président Ronald Reagan aux États-Unis et son corollaire ou homologue en Grande-Bretagne à l'époque, Margaret Thatcher, c'était le début vraiment une attaque frontale contre tout ce qui est institutions publiques et État. C'était la fin d'une époque et le début d'une autre qui signale que c'est plutôt l'entreprise privée, les solutions privées aux questions collectives. Ça a peut-être fait rêver certains pendant les années 90 où il y en a eu un boom économique en Europe, mais ça a fait long feu à mon avis. Et aujourd'hui, on est en train de voir les répercussions négatives puisque l'État recule de plus en plus. Ce qui pose d'ailleurs la question du système multilatéral dans le monde. Pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est comment faire pour que ces systèmes résistent ou évoluent si l'État lui-même, sur le plan national, est en train de reculer, où aujourd'hui on trouve des entreprises multinationales qui jouent un rôle beaucoup plus important que des États, qui ont un budget qui dépasse les États soit en Afrique ou ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les GAFA et l'avancée technologique, avec les avantages qu'elle peut offrir, mais aussi avec des inconvénients et des dangers dont on verra peut-être certainement les conséquences très bientôt, c'est que ce n'est plus l'État qui recule, maintenant on craint d'arriver à un délitement de la société. En fait, quelque part, les GAFA et les réseaux sociaux, Internet et tout ça, tout en connectant les gens, en fait, elle les rend de plus en plus isolés. Favorise finalement un renfermement, un recroquevillement. Voilà. Et donc, cet isolement va faire en sorte que le politique se meurt, parce que le collectif, c'est le politique. Et on ne peut pas faire deux politiques ou du politique avec uniquement un individu ou une multitude d'individus. Il faut un projet en commun, il faut une action commune, collective, pour faire du politique. Et malheureusement, l'avancée technologique rapide ne favorise pas ce système-là. Alors justement, quand vous parlez de l'État qui est en train, une forme de, je n'avais pas dit le mot c'est moi qui l'utilise, une forme de délitement de l'État à l'échelle planétaire, on voit que dans les menaces qui pèsent actuelles, les menaces sanitaires qui risquent de se reproduire, on a vu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, en Europe d'une manière plus particulière, peut-être parce qu'ils ont des médias qui rapportent tout beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur. On a vu que les États se sont refermés
sur eux. On a vu que les États-Unis se sont refermés sur eux. On a vu un peu partout, sauf les États qui ont fait preuve de solidarité, que les États se sont refermés sur eux, d'un côté. D'un autre côté, toujours en Europe, d'une manière générale dans le Nord, tel qu'on l'appelait dans le temps, il y a une forme d'identitarisme, une forme de nationalisme, une forme pas toujours très sain, qui fait qu'il y a encore une fermeture des États sur eux-mêmes, un recroquevillement. Il y a la question de l'eau et de la sécheresse qui fait encore que... Donc, est-ce que ces trois facteurs et d'autres encore ne font pas que nous n'irons pas dans le sens inverse de celui que vous dites, c'est-à-dire d'un renforcement de l'État? En fait, pour le moment, rien n'est joué. On voit des tendances plutôt négatives pour le moment. Mais dans le négatif, comme disait Gramsci finalement, c'est que le vieux monde se meurt, et le nouveau monde tarde à venir, mais entre-temps, il y a des monstres qui ressortent. Et ce nationalisme, ce recroquevillement sur soi-même, et le rejet de l'autre, la xénophobie et autres, ce sont ces monstres-là qui ressortent. Ça prendra du temps pour que les gens se rendent compte qu'il va falloir créer un monde en commun. Mais jusqu'à ce que ce jour-là arrive, malheureusement, on va passer des moments assez difficiles. C'est que les gens ont peur, mais partout, en Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui se sentent déclassés socialement. Je veux dire, par exemple, pour les États-Unis, un pays qui a été fondé sur la classe moyenne aujourd'hui est en chute libre. L'inflation qui galope partout dans le monde, les problèmes de chômage qui deviennent chroniques. Et donc, le système de développement, comme on l'a connu depuis plus d'un siècle, est remis en question. Parce que ce système-là qui a fait que une classe moyenne explose pendant les années 30 glorieuses en Europe et aux États-Unis, aujourd'hui ne crée plus ces possibilités. Et peut-être pour la première fois, les jeunes générations vont vivre moins bien que leurs parents, alors qu'avant c'était pas le cas. Et donc tout ça remet en question le système de développement, mais remet en question aussi la question de la gouvernance et la question démocratique. Alors, quelle réponse on trouvera à ça? C'est à voir, c'est à refaire et à repenser ensemble. Alors bien entendu, quand vous parlez de gouvernance et de questions démocratiques, Younes Abouyoub, vous me tendez la perche pour vous poser la question très courte de quid de l'Afrique, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de rejet d'une forme de relativisme culturel dans le sens de l'importation, de la transposition de notions, genre gouvernance, genre démocratie, genre... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des mouvements politiques dans certains pays, je pense au Sahel, par exemple, ou dans d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ce problème de définition, de nomenclature, d'idées, de paradigme qu'il faudrait peut-être revoir pour placer l'Afrique, pour donner plutôt à l'Afrique la place qui lui revient dans le monde de demain? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est un peu... On a, disons, vendu plusieurs promesses aux Africains pendant des décennies. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette démocratie a tardé à venir, ce développement dont on a tellement parlé, cette croissance économique, elle est créer une prospérité pour ces pays-là tarde à venir. Et aujourd'hui, on voit que les gens commencent à repenser le vivre ensemble, à repenser le modèle politique qui a été importé. Parce qu'il va falloir aussi se rendre à l'évidence, c'est que l'État moderne dans plusieurs de ces pays-là n'a pas été un État organique, qui n'a pas pris le temps de se développer sur le plan local et jusqu'à... en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet État moderne a été un choc frontal qui était amené avec la colonisation de ces pays-là. Et donc, il va falloir repenser la reconstruction de l'État. Sur la base des fondements culturels, des fondements historiques, civilisationnels qu'il y a. Alors, dernière question, en tant que... Vous êtes marocain, vous êtes aussi fonctionnaire de l'ONU. Quel est en une minute et demie, ce qui nous reste comme temps, comment est perçue l'action du Maroc sur les grands enjeux internationaux, sur les conflits, la conflictualité, les migrations, le réchauffement climatique, tous ces grands enjeux, la coopération, la coopération entre pays, la solidarité, comment est perçu le Maroc à votre niveau à New York? Écoutez, le Maroc, le retour déjà du Maroc sur le plan de la politique en Afrique, le rôle sur le plan du développement, sa nouvelle stratégie dans ce domaine. Aujourd'hui, on parlait de la stratégie atlantique, les rapports avec le pays de l'Atlantique, pas seulement la Méditerranée, maintenant on se dirige aussi vers l'Atlantique. Ce sont des choses qui montrent ce que je disais tout à l'heure, c'est que les pays d'Afrique et les pays du Sud global repensent
leur rôle, repensent leurs capacités et repensent leurs relations avec l'autre. C'est pour ça que cette crise mondiale offre aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'on peut repenser ces relations internationales et régionales sur, disons, un pied d'égalité. Ce ne sera plus maître et disciple, mais ce sera peut-être des partenaires où il y aura des relations gagnant-gagnant. Ça prendra du temps, certainement. Mais au moins, par exemple, des pays comme le Maroc et d'autres, d'ailleurs, dans la région, sont devenus un peu le fer de lance de cette nouvelle, disons, avancée, une nouvelle façon de penser les relations internationales. Et j'appelle de mes voeux que les pays d'Afrique, ensemble, parce qu'on est plus solide, plus fort ensemble que tout seul, repensent le rôle qui est leur, qui leur revient d'ailleurs, dans cet échiquier mondial qui est en train de se construire. Et je suis assez confiant, je pense qu'on pourra le faire ensemble, et je pense que le Maroc peut jouer un rôle assez important dans ce domaine. Younes Abou, vous êtes haut fonctionnaire de l'ONU, chargé zone MENA de la gouvernance, du state building et du développement durable. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale à partir de Marrakech, en marge des Atlantic Dialogue du PCNS. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. Nous sommes toujours à partir de Marrakech, à partir de la 11e édition des Atlantic Dialogue organisée par le Policy Center for the New South depuis 2012 et cette année organisée unissant des experts, des académiciens, des universitaires, des hauts fonctionnaires, des anciens hauts fonctionnaires venus du monde entier pour parler de cette thématique choisie cette année, Cooperation in a Mutating World, Opportunities of the Wider Atlantic, coopérer dans un monde en mutation, les opportunités de l'Atlantique élargi. Pour rappel, Atlantic Dialogues est un événement organisé depuis 2012 par le Policy Center for the New South, dont nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le président. C'est Karim Enaoui. C'est Karim Enaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je sais que vous êtes habituellement très discret, que vous ne voulez pas trop qu'on vous présente, mais nous allons sacrifier à la règle. Je vais vous présenter. Vous êtes économiste, vous êtes auteur d'études et d'ouvrages sur les questions macroéconomiques dans les pays en développement. Vous êtes un ancien de la Banque mondiale en charge de la zone MENA et de l'Afrique. Vous êtes un ancien aussi de Banque Le Maghreb en qualité de directeur. Et on arrête la souffrance là, et on va directement sur notre sujet. On rentre dans le vif du sujet, mais avant, une présentation du PCNS, Policy Center for the New South, sa vie, son œuvre, comme on dit en bon français. Merci, c'est Aziz, un plaisir d'être avec vous. Bon, tout simplement, c'était un projet au départ, donc celui de monter un think tank. L'idée ne me revient pas, c'est une idée qui a émergé au sein de l'écosystème OCP, précisément son président. L'idée, franchement, c'était d'essayer de doter le Maroc et plus largement le continent africain d'un bien public, d'une institution particulière que sont les think tanks, c'est-à-dire à l'intersection de la société civile, du monde académique et du monde de la décision, si vous voulez, de la politique, des politiques publiques. Donc c'est quand même un certain type de compétences, un certain type de culture qu'il a fallu développer au fil du temps. Et je crois qu'après 8 années, donc depuis 2014, on arrive aujourd'hui à quelque chose, donc une culture spécifique, particulière. Comme vous savez, la culture, c'est très difficile à décrire, mais on le sent, on le perçoit, on le vit. Donc aujourd'hui, globalement, c'est 110 personnes, 70 chercheurs, quarantaine de staff qui font fonctionner le think tank. Les 5 continents. Sur le PCNS. Oui, on a au niveau du Policy Center une bonne quinzaine de nationalités, évidemment, donc du Nouveau Sud en général, mais aussi des pays d'économie avancée. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes une institution de nature, disons, avec un bon pied dans l'académique, de nature analytique, pour informer les politiques publiques, avec une bonne compréhension de ce qu'est la prise de décision. Ce n'est pas toujours le cas dans un monde purement académique, dont on a beaucoup d'anciens décideurs, etc., mais qui ont une appétence pour le travail académique, mais en même temps aussi des connexions très fortes avec la société civile. Donc je crois que c'est ça un peu qu'on a réussi à mettre en place avec l'aide de tout le monde, et qu'aujourd'hui vous percevez dans cet événement par exemple que sont les Atlantic Dialogue et
D'où cette exigence forte de recherche, d'écriture, qui est la discipline qui vous permet. Donc aujourd'hui, l'idée aussi, c'était d'avoir ici, pour notre pays, pour le continent, donc une plateforme d'engagement avec le reste du monde, avec nos pairs, et bien sûr avoir la crédibilité requise pour avoir le respect analytique, et la crédibilité requise pour être engagé avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut, avec une grande fierté, en tout cas, par rapport à tout le travail qui a été fait par tous ceux avec qui on a porté ce projet, quelque part un aboutissement de ce point de vue-là. Alors nous reviendrons plus tard justement sur les différents événements organisés par le PCNS, les différentes publications qui sont dans un spectre extrêmement large, la stratégie, l'économie, le climat, enfin tout ce qu'on peut, tout ce qui peut servir, comme vous le dites, aux politiques publiques. Mais d'ici là, à l'aide de la prise de décision, mais revenons-en donc à notre sujet du jour, qui est la 11e édition des EDI, et donc votre projet à travers cet événement. Lors de donc ça dure depuis mercredi dernier, ça a commencé mercredi dernier, le 14, et vous avez dit lors de votre mot d'ouverture que votre objectif est de créer une infrastructure intellectuelle pour instaurer ou permettre une culture commune. Donc vous avez commencé à en toucher un mot. Alors quel est cet esprit d'échange, quelle est cette communion intellectuelle qui anime la 11e édition autour du thème, bien entendu, de l'Atlantique élargi, mais quelle est cette infrastructure intellectuelle? Comment vous voyez les choses? Donc c'est en ligne avec ma réponse précédente, c'est-à-dire quand on fait quelque chose pendant 11 ans, c'est qu'on essaye de fabriquer quelque chose qui va au-delà de la somme de ses parties, si vous voulez, donc qui est une forme de partage de quelque chose qui est partagé, qu'on appelle la culture, donc qui permet de se comprendre. Donc c'est pour ça que je parlais de culture commune ou des infrastructures intellectuelles, c'est-à-dire que tout au long de l'année aussi, on se parle avec tous les gens qui sont ici. Ça fait partie de notre programme de recherche. On ne fait pas que Atlantic Dialogue dans le domaine de l'Atlantique. On travaille, on a d'autres types d'événements. On a des choses plus petites qui s'appellent Atlantic Strategy Group. Et il y a aussi une production intellectuelle, enfin de recherche, qui se fait tout au long de l'année. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de se comprendre, de se parler. On voit combien il est difficile de se parler et de se comprendre aujourd'hui dans le monde avec les fragmentations diverses et variées qui se produisent. Et donc ça a une grande valeur de pouvoir se parler, aussi avec un minimum de valeurs communes qui sont la conviction que les méthodes de la science, si vous voulez, la raison, le dialogue raisonnable permet aussi de résoudre des choses. C'est aussi une manière d'engager les autres pays et de se comprendre les uns les autres et de pouvoir construire des solutions ensemble. Mais c'est seulement si vous avez fait ça que vous pouvez avoir un dialogue qui conduise à des solutions en réalité. Souvent, on a des bonnes solutions, mais on n'arrive pas à se parler. Et donc on n'arrive pas à les faire émerger, on n'arrive pas à les mettre en œuvre, etc. Vous voyez les difficultés de coopération qu'il y a eu pendant, même la compétition qu'on a eue pendant la période du Covid. Alors bon, après la coopération a repris le dessus par certains côtés. L'Afrique a fait des choses intéressantes, mais au départ on se concurrençait à qui va acheter les masques. Apparemment on se volait des stocks de masques sur les tarmacs des aéroports, etc. Donc, voilà, donc c'est pas aussi simple que ça, mais quand on se connaît, quand on coopère, quand on comprend les autres des autres, quand on a les cadres de perception de son voisin, de son collègue, d'autres pays, etc. Donc c'est un peu le rôle des think tanks, en fait, qui ne sont pas, eux, des décideurs publics, qui sont une place à part, à côté, mais qui servent, qui peuvent être extrêmement utiles, justement, pour ça, qui sont quelque part un espace, si vous voulez, un espace préservé, un espace qui a ses règles, c'est un espace qui a ses règles écrites et non écrites à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, Atlantic Dialogue, quelque part, fait partie de ces conférences avec cette subtilité, cette finesse qui est détectable, si vous voulez, par ceux qui connaissent, qui sont de cet environnement. Et je crois que c'est ça un peu l'un des acquis très forts de la conférence au bout de 2012, et aussi le fait, comme on en disait, par rapport au sujet de la coopération. Donc on est en plein dedans. Il y a des solutions des choses à faire ensemble au niveau de l'Atlantique. Donc le Maroc a toujours été
on pointe à des initiatives pour cette question de la façade atlantique de l'Afrique et ses relations avec le reste des continents, de l'Atlantique. Donc espace de coopération important pour nous, espace de commerce, espace de futur aussi sur l'avenir du digital, le commerce, etc., la sécurité maritime. Donc on partage beaucoup de choses avec ces pays de l'Atlantique. Alors d'ailleurs, l'un des maîtres mots que vous avez au PCNS, je le dis en français parce que je parle en français, c'est le dialogue. Alors il y a Atlantic Dialogue, il y a le dialogue stratégique, donc on revient toujours sur la même idée, dialoguer. Alors pour dialoguer, il faut être au moins deux. Et l'un de vos concepts phares, et ça vous en avez encore parlé à l'ouverture, c'est celle du Sud décomplexé. Et à d'autres occasions, vous avez parlé de Sud global tout à l'heure d'ailleurs, de ce Sud qui ose, vous l'avez dit à une autre occasion, de ce Sud qui propose. Donc c'est véritablement un ancrage dans le Sud par rapport à un autre, par rapport à un Nord, un Sud qui ne se contente pas d'écouter le Nord, qui ne se contente pas de s'y soumettre comme ça a été le cas. Alors comment est-ce possible dans le monde actuel? Est-ce véritablement possible dans ces différentes formes un peu étranges de multilatéralisme qui sont en train de se dessiner sous nos yeux? Il se passe beaucoup de choses. Donc, ces Atlantic Dialogue se passent dans un contexte qui est celui que vous avez décrit. On n'a peut-être pas le temps d'en parler ici, mais de crises multiples, de défis, de reconfiguration des alliances, de défis sur le multilatéralisme, enfin, etc. Donc de rivalité de puissance. Je crois que l'Afrique a quelque part aussi, donc depuis 90, depuis la fin de la guerre froide, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert et on en voit probablement à peine aujourd'hui les conséquences profondes, en fait, les reconfigurations. Ça a mis du temps. Et c'est aujourd'hui qu'on voit ça. Et quand on dit Afrique décomplexée, c'est Afrique qui se pense elle-même, mais qui peut penser les grandes questions globales. Donc ça veut dire aussi de vous équiper, c'est-à-dire de travailler, de fabriquer ce narratif, de faire la recherche qu'il faut, d'avoir les institutions qui portent cela. Et donc d'engager nos amis du Nord, pour simplifier, dans ces débats-là, sans aucune espèce de complexe, en dépassant si vous voulez, l'histoire, quelque part. Alors, dépassable, pas dépassable, on a tous... les idées reçues, les anciennes habitudes, les anciens réflexes. On porte tout ça, donc c'est porté par des individus, il y a des questions de génération, c'est pour ça... on en parlera peut-être, qu'on a un programme de jeunes leaders pour faire un rééquilibrage aussi intergénérationnel, au-delà du rééquilibrage nord-sud. Donc pour nous, tout ça sont des instruments pour permettre... Et je crois que le Maroc est très bien placé pour ça. C'est un vieux pays ouvert, pays de tolérance, de consensus, de gouvernement raisonnable, au sens le plus large possible. De rencontres, de respect. Ça suppose un minimum de valeurs. Donc, je crois qu'il y a eu aussi beaucoup comment dirais-je, de défis, enfin sur les relations, le droit international. On a beaucoup depuis 20 ans, ou une trentaine d'années, ce droit international construit dans l'après-deuxième guerre mondiale a été quelque part mis au défi. Il est chahuté aujourd'hui. Chahuté, raboté, agencé, et on en paie un peu aujourd'hui le prix. Et donc, moi je vois l'Afrique, et notamment le Sud global, quelque part, peut-être pas... en tout cas l'Afrique en particulier, comme quelque part une puissance d'équilibre raisonnable, quelque part, ou finalement... Une forme de sagesse dans un monde un peu... Voilà, quelque part, sagesse longue, qui puise dans l'histoire, mais aussi du fait de... donc on a beaucoup de travail, comme vous le savez, il y a beaucoup de conflits encore dans notre région, en particulier en Afrique du Nord, mais aussi au Sahel, etc. Donc la route est longue, le chemin est long, il est ardu, difficile, mais il ne peut pas ne pas se faire sans le dialogue. Les défis étant communs, les réponses ne peuvent être que communes. Bien sûr, les stratégies de développement des pays ont une grande composante externe, etc. Donc nous, d'un point de vue d'un think tank, c'est dans ce sens, si vous voulez, qu'on œuvre et qu'on essaie d'agir avec la petite et modeste contribution qu'on peut apporter. Alors j'ai personnellement
le plaisir d'assister à plusieurs éditions des Atlantic Dialogues. Vous êtes modeste, peut-être, oui, mais j'ai eu l'occasion de voir, avec un regard extérieur, cette coopération, ce dialogue, encore une fois le dialogue, entre des responsables ou ex-responsables ou futurs responsables du Nord et leurs collègues ou leurs homologues du Sud. Et parfois difficile, parfois difficile, parfois il y a des heures, il n'y a jamais de malheur, il y a parfois des articulations, des désarticulations de pensée. Clair. Mais là, on en revient encore une fois à ce que vous disiez, vous, qui a été repris par plusieurs des chercheurs du PCNS, c'est que la conception du dialogue n'est pas d'être d'un accord sur tout, mais de bâtir un sorte minimum de valeurs. Il semblerait que ces valeurs soient en train de quelque part s'articuler. Comment vous voyez les choses ? Bon, moi je crois que face aux défis, si vous voulez, qui se posent, donc le défi du climat, le défi de la guerre en Ukraine aujourd'hui, le défi de la rivalité Chine-États-Unis, de ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique, des défis multiples, de la pollution, des défis du développement, enfin, si vous voulez, tout ça finit aussi par ramener un peu tout le monde à la raison, j'espère. Et qu'on arrive à ce socle minimum, si vous voulez, de valeurs. C'est comme ce qui tient un pays ensemble, finalement. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. De toute façon, tout le monde n'est jamais d'accord sur rien, en réalité. Heureusement, sinon il n'y aurait plus de dialogue. Ainsi, les humains sont-ils faits. Mais vous voyez, je respecte votre opinion. Je crois dans les résultats de la science, au-delà de ce qu'on peut voir aussi dans certains pays. Comme vous le voyez aussi, beaucoup de pays sont fragmentés à l'intérieur, polarisés avec les opinions publiques. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe avec la grande fin des idéologies qu'on a connues, une espèce de transformation avec l'effet d'amplification des réseaux sociaux par rapport aux postures un peu doctrinaires et idéologiques au sein des sociétés. Donc nous, quelque part, on est, encore une fois, je reviens à ce métier de think tank ou du monde académique, une espèce de voie de raison par rapport à ces choses-là. Donc de mon point de vue, plus c'est complexe, hein, c'est comme dans le management, plus c'est complexe, plus c'est peu évident, plus on doit intensifier le dialogue, plus on doit embarquer... essayer d'embarquer large sur ces questions-là. Et ça se fait, mais ça se fait de manière organisée. Ce n'est pas du dialogue pour le dialogue. Derrière, il y a de la recherche, c'est structuré, c'est organisé. Les individus doivent être, si vous voulez, engagés dans ce type de choses. Parfois, ils sont même passionnés. Au-delà de être engagés, ils sont même passionnés. Mais c'est intéressant de voir l'évolution aussi de nos amis des pays avancés évoluer face à ces défis, alors il peut y avoir aussi des anxiétés, des angoisses sur des sujets comme la migration aussi, qui peuvent être très problématiques et divisifs à l'intérieur des sociétés, qui peuvent avoir deux types de réactions, de recroquevillement, de renfermement, ou au contraire d'ouverture, de recherche de solutions, etc. Et nous, notre rôle, c'est d'être là, présent, d'investir dans le futur, de travailler même sur des questions sur lesquelles on a une fin de non-recevoir, on ne veut pas être écouté, etc. Ça prend du temps. Continuer à investir, l'Atlantique étant un exemple, si vous voulez, de quelque chose sur lequel il n'y a pas nécessairement de consensus encore, ou l'énergie suffisante, ou le capital politique dans la partie Atlantique Nord, mais ça va venir, si vous voulez. Donc il faut faire ce travail, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc il faut aussi des institutions qu'on protège, qui sont dédiées à ça, si vous voulez, spécifiques à ça, et c'est un peu... Alors vous avez devancé justement ma question sur pourquoi le choix du thème des opportunités de l'Atlantique élargi en horizontal, étiré. Surtout à son sud, oui. Et surtout le sud. Et quels sont les enjeux actuels, sans entrer dans le vif du sujet, c'est après 3 jours de discussion, donc, mais je vous demanderai de répondre en 3 minutes. Quels sont les enjeux géostratégiques, géoéconomiques, géopolitiques de cette Atlantique, sachant que la bascule de l'Atlantique vers le Pacifique a été prévue déjà par Marx. J'ai appris ça dernièrement, d'ailleurs chez vous, en 1850. Marx prévoyait déjà cette bascule-là, et qu'elle est en train de se faire, alors quels sont les enjeux qui restent actuellement de l'Atlantique ? Élargi ou pas élargi ? J'en ai déjà touché quelques mots. Le climat, la sécurité maritime, évidemment. Aussi des défis internes qu'on partage tous, la qualité de l'éducation pour les marchés du travail du XXIe siècle,
vous voyez, plein d'enjeux partagés. La question de la sécurité alimentaire, qui est un sujet essentiel pour l'Afrique, mais aussi un sujet extrêmement important pour l'Amérique latine, même pour le reste. L'énergie en est un autre, les réseaux d'infrastructures du digital. Donc on ne manque pas de sujets d'intérêt commun et de défis communs, mais certaines des solutions sont dans cet espace. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, je dirais l'Afrique, Afrique atlantique et le continent qui nous est proche géographiquement, l'Europe, mais aussi bien sûr les États-Unis. Il y a aussi la question de la technologie, par exemple, dans le monde de l'agriculture ou de l'énergie. Il y a aussi des infrastructures vertes, c'est-à-dire la greening growth, donc verdir la croissance, sont des sujets importants, auxquels il y a des dimensions technologiques très importantes. Cette technologie est encore souvent au nord, a besoin de venir au sud. Quels sont les mécanismes pour le faire, les droits de propriété, quelles institutions financières internationales, donc réforme des institutions de Bretton Woods pour le XXIe siècle et quelque part la dernière frontière du développement qui est l'Afrique. Elles ont besoin d'être reconfigurées. Donc c'est tout un tas de sujets qui ont des dimensions globales, mais qui peuvent avoir aussi des dimensions spécifiques à l'Atlantique. Mais l'idée ici, c'est de trouver des solutions communes, des projets communs sur cet espace. Donc, je ne peux pas être avec l'économiste que vous êtes et aussi, on va pas dire le président, on va dire le chercheur au sein du PCNS, et que vous parliez de tous ces sujets globaux, des sujets qui peuvent être pris de pays à pays, sans vous demander comment vous voyez cette année 2023 arriver. Alors, je sais que au niveau du PCNS, il y a eu la publication de plusieurs rapports sur la géopolitique de l'Afrique en 2022, sur l'économie, sur le climat, sur les différents... Que disent ces bouquins, que disent ces publications sur 2023? Alors, que vous apprenez sur l'Afrique, bien entendu. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ce qu'on peut voir se dessiner, c'est évidemment, disons, dans un scénario, il y aurait quelques grandes variables à regarder. Je ne peux pas commencer par ça en tant qu'économiste, c'est un petit peu les défis sur la gestion macroéconomique, en particulier les politiques budgétaires sur le continent. On aura probablement un certain nombre de pays qui devront aller vers le Fonds monétaire international et qui devront s'engager dans des processus de restructuration de leur dette publique. Donc l'espace budgétaire s'est réduit au fil du temps du fait des multiples crises, si vous voulez, qu'il y a eu dans les années 2000, et la dernière étant évidemment le Covid, mais aussi l'explosion du prix de l'énergie et encore une fois de la production des biens agricoles. Donc il y a un défi sur la gestion macroéconomique. Il y a aussi un défi de réponse aux populations, donc une demande d'État social qu'on a bien vu dans le Covid, donc la capacité des gouvernements, et ça, Nord et Sud compris, à délivrer, au sens anglo-saxon du terme, à fournir des services de base aux populations. En particulier, là je crois que le Maroc, l'initiative de Sa Majesté est à saluer sur la généralisation de la protection sociale, qui est une réponse, si vous voulez, novatrice et très en avance par rapport aux demandes anticipées de protection par les populations. Donc c'est un grand projet, grand défi sur la généralisation des allocations familiales, l'accès aux services de santé, généralisé pour tous en fonction des niveaux de revenus, etc. C'est quelque chose qui va être au devant de la scène aussi sur le continent africain, en fait, à mon sens. Ça a été beaucoup révélé par le Covid, bien sûr. Il y a les conséquences qui vont se poursuivre de la guerre en Ukraine, évidemment, et ce qu'elle va impliquer de structurel sur la marche du multilatéralisme et des relations internationales et les compétitions, les rivalités de puissance à anticiper sur le continent africain, et là aussi avec les défis que ça peut poser en termes de gestion. Évidemment, on peut s'attendre aussi à une persistance de prix de l'énergie élevée, compte tenu des perspectives, je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'entends sur la demande, en particulier européenne, la transition hors du gaz russe prendra du temps. Karim El Ainaoui, on va arrêter là les mauvaises nouvelles. Non, j'allais vous donner quelques bonnes nouvelles. Ah, parce que je voulais passer aussi aux jeunes, justement, mais allez-y, continuez et on prendra quelques minutes donc pour parler ça, c'est des un jeunes. peu le tableau des défis, mais ça veut dire que je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, mais aussi ce qui est important de dire, c'est que la bonne gestion paie
Pera, donc qui va falloir très prudent sur la manière dont on gère les équilibres budgétaires, la politique monétaire, les demandes structurelles. Et j'aurais une recommandation importante à faire, c'est que pour nombre de pays, et en particulier de l'Afrique, puisque j'ai centré la réponse à votre question un peu sur l'Afrique, les problématiques sont assez différentes ailleurs, c'est la question de la composition des dépenses publiques. Et je pense qu'il faut que les pays soient très vigilants à la composition des dépenses publiques, au ciblage des dépenses publiques, donc de s'engager dans une revue systématique des dépenses publiques et de leur, disons, caractère pro-pauvre et correction des inégalités avec un bon ciblage, je pense. Donc cette pression, si vous voulez, cette exigence qui vient des défis n'est pas une mauvaise non plus nouvelle. Et comme nous on le fait en essayant une sortie par le haut, par exemple, sur la généralisation de la protection sociale et sa mise en place pour l'ensemble des Marocains. Alors, merci pour cette bonne nouvelle. Et il y en a une autre. Vous parlez tout à l'heure de rééquilibrage générationnel. Oui. Avant la conférence en elle-même, les AD, oui. Il y en a eu une autre, celle de Atlantic Dialogue Emerging Leaders. Oui. ADEL, comme ça, moi je voilà. Prononce en français. Et ça implique, comme son nom l'indique, donc des jeunes venus du monde entier, exact. De tous les secteurs, de une tous trentaine les profils. Cette année. Trentaine. Alors, quel est l'esprit de ce programme? Quels Là sont aussi, les ça objectifs fait et les une dizaine perspectives d'années, donc 11 ans que ce programme dure. Aujourd'hui, c'est 400 jeunes de 60 nationalités de l'ensemble du bassin atlantique. Donc il y a un programme spécifique qui est plutôt qui n'est pas une conférence, donc ils se réunissent 3 jours avant la conférence et aujourd'hui ils participent aussi à la conférence. Donc aujourd'hui, ils ont des ateliers spécifiques, enfin des choses de formation et aussi de discussion entre eux. Et ils participent à la conférence et d'ailleurs ils sont dans des panels et aujourd'hui ils ont un panel qui leur est consacré, enfin, c'est eux qui le gèrent en fait. On a aussi des alumni de ce programme, donc des anciens du programme qui participent à la conférence. C'est un réseau assez dense qui fait beaucoup de choses tout au long de l'année. Et il y en a qui ont eu des carrières brillantes d'ici là. Que je voulais vous poser. Oui, certains sont devenus ministres, conseillers de président, enfin des tas de choses magnifiques et qu'ils ont toujours dans leur cœur à la fois le Maroc bien sûr, mais et aussi donc les Atlantic Dialogue, le Policy Center. Donc ça se surajoute à ce réseau dont je parlais, aussi de dialogue, de compréhension. Donc on a des gens qui nous connaissent de près, qui sachent un peu qui nous sommes, etc., en quoi nous croyons, et qui partagent ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un programme auquel on tient beaucoup et qui est quand même atteint aujourd'hui une masse critique de 400 personnes. On a plusieurs milliers de candidatures chaque année. On en sélectionne donc cette année une trentaine. Certaines années 40, mais autour de ce chiffre. Et donc il y a quelques Marocains brillants aussi qui participent chaque année à ce programme également. Voilà. Et ben voilà, c'est une excellente chose. C'est ça la coopération Sud-Sud, c'est les emerging leaders au Maroc qui viennent d'Afrique, c'est l'UM6P qui reçoit des étudiants d'Afrique, c'est le PCNS qui reçoit des chercheurs d'Afrique, et d'ailleurs c'est ça la véritable coopération. D'ailleurs on a quelques étudiants de l'université de Mohamed Polytechnique, certains, notamment un que j'ai croisé tout à l'heure, pas plus tard que juste avant de venir vous voir, qui est dans les programmes d'entrepreneuriat portés par l'UM6P, donc il y a un start-upper. Quelque chose qui a été pris dans le programme ingénieur et qui vient voir les questions géopolitiques, etc., et qui est plutôt un entrepreneur du secteur privé. Donc ça aussi, ça apporte une grande valeur. Une flamme née. Karim Ainaoui, encore une fois, merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes économiste, vous êtes à ce qualité en tant que président du PCNS, merci. Mais aussi en tant qu'économiste. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.